Je me tenais sur la terrasse de la maison que j'avais payée, serrant des pendules maison contre ma poitrine comme une armure, quand ma belle-fille entr'ouvrit la porte. Pas assez pour m'accueillir, juste assez pour laisser le rejet s'échapper. L'arôme du dîner auquel j'avais été invité au polo asado rôti aux herbes, le préféré de mon fils depuis qu'il avait 7 ans, flottait dans la fraîche soirée d'octobre, me narguant. Le sourire de Grace était mince, tendu sur son visage comme une toile trop étirée, le genre de sourire que l'on adresse aux démarcheurs que l'on essaie de renvoyer poliment. « Oh, Ariana, dit-elle, sa voix tombant à un murmure, bien qu'il n'y eût personne d'autre dans cette rue immaculée de Pasadena pour l'entendre. Je crois que Kyle a oublié de mentionner que ce soir n'est vraiment pas l'idéal pour que tu nous rejoignes. » Je clignai des yeux, mes mains, commençant à trembler, non pas à cause de la fraîcheur automnale, mais d'une intuition soudaine et vive que quelque chose de terrible se déroulait. « Mais Kyle m'a invité, dis-je, détestant le son si petit de ma voix. À 19h précise. Il a dit que c'était un dîner de famille habituel. Avant que Grace ne puisse répondre, mon fils apparut derrière elle dans l'embrasure de la porte. Mon Kyle, le garçon que j'avais élevé seul après la mort de son père. L'homme dont les frais de scolarité en droit avaient vidé mon compte de retraite. L'homme portant la montre taguée que je lui avais achetée pour son 38e anniversaire, l'argent brillant à son poignet. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait le carrelage italien importé sous ses pieds, puis le mur blanc immaculé, puis quelque part au-delà de mon épaule gauche dans l'obscurité grandissante. « Mama » commença-t-il, et le ton, formel et distant, n'utilisant l'espagnol que par obligation, me serra l'estomac. « Ce soir, c'est professionnel. Juste des associés du cabinet et leurs conjoints. Tu pourrais te sentir déplacé. » Déplacé ? Les mots restèrent suspendus dans l'air du soir, lourds et empoisonnés comme le smog sur le bassin de Los Angeles. Déplacé dans la maison que j'avais subventionnée. Avec le fils dont j'avais financé toute la vie pendant 20 ans. Je baissai les yeux sur les PANDUS dans mes mains, enveloppés dans du papier ciré, encore chaud de mon four à Istla. Le pain sucré mexicain fait comme ma mère me l'avait appris. Soudain, cela parut absurde. Une offrande de paysans à un banquet royal. À travers la porte entr'ouverte, j'aperçus leur salle à manger. La table était dressée avec de la porcelaine coûteuse, pas les plats de tous les jours, mais le service Wedgwood dont Grace avait dit qu'il coûtait $3000. Je reconnaissais les bouteilles de vin, les étiquettes tournées juste comme il faut, et la musique jouant doucement en arrière-plan n'était pas du mariachi ou de la ranchera comme nous jouions aux réunions de famille. C'était du smooth jazz, sophistiqué, anglo. Grace lissa le devant de sa blouse en soie, de couleur crème, probablement Armani, et définitivement plus que mon budget mensuel d'épicerie. Ses bras sculptés par le yoga étaient bronzés de ses séances bi-hebdomadaires au country club. Le country club dont je payais l'abonnement. C'est juste mieux si tu ne viens pas cette fois, Ariana. Elle prononça mon nom dans sa bouche comme quelque chose de déplaisant. Tu comprends comment l'image fonctionne dans la profession de Kyle, n'est-ce pas? Elle marqua une pause et ses mots suivants tombèrent comme des pierres dans ma poitrine. Honnêtement, tu devrais apprendre à vivre un style de vie plus simple pour que nous puissions nous concentrer sur la construction de notre avenir. Nous avons besoin d'espace ce soir pour les personnes qui comptent pour la carrière de Kyle. Vivre un style de vie plus simple. L'audace de cette phrase me coupa le souffle. Il voulait que je vive plus simplement. Pourtant, je me tenais là, sur une terrasse que j'avais aidé à acheter, portant un manteau que je possédais depuis 12 ans, tandis qu'il se préparait à recevoir des invités avec de l'argent qui coulait de mes comptes comme l'eau d'une source intarissable. Il ne voulait pas que je vive simplement. Il voulait vivre extravagamment à mes dépens, et il voulait que je sois invisible pendant qu'il le faisait. Je le vis alors avec une clarté brutale. Par-dessus l'épaule de Grace, je pouvais voir l'intérieur de leur maison. Des fleurs fraîches dans des vases en cristal, le service d'arrangement floral hebdomadaire que je payais. Des œuvres d'art sur les murs achetées avec l'allocation de décoration intérieure qu'ils avaient demandé à Noël dernier. Par l'arche du salon, j'aperçus le canapé modulable en cuir, $5000, mon argent. Et là, sur le mur derrière leur table à manger, était accrochée une grande photographie de famille. Kyle et Grace lors de leur 5e anniversaire de mariage à Cabo. Sophia, ma petite fille, prise en sandwich entre eux, tous trois vêtus de lin blanc sur fond de coucher de soleil. Photographie professionnelle, encadrée professionnellement. Je n'y étais pas. J'avais payé ce voyage ou une dépense professionnelle, Grace m'avait assuré que c'était déductible d'impôts et je n'étais sur aucune photo.
Je pensais que j'étais de la famille, murmurai-je. Kyle me regarda enfin alors. Ses yeux, les yeux de mon défunt mari Roberto, sombres et profonds, rencontrèrent les miens pendant une seconde avant de glisser à nouveau. Tu le hais, Mama. Mais ce soir, c'est une question de réseautage, d'avancement. Tu comprends? Non, je ne comprenais pas. Ou peut-être que je comprenais trop bien. J'étais de la famille quand ils avaient besoin d'acompte. De la famille quand les frais de scolarité de l'école privée étaient dus. De la famille quand la Mercedes avait besoin d'entretien ou quand les rendez-vous Botox de Grèce n'étaient pas couverts par l'assurance. Mais je n'étais pas de la famille quand ça comptait. Pas quand il s'agissait de respect. Pas quand il s'agissait d'être vu. Je regardais mon fils, le regardais vraiment, et vis un étranger. Ses cheveux étaient coupés dans ce style coûteux, précisément ébouriffé, qui coûtait $200 dans un salon de Beverly Hills. Sa chemise était faite sur mesure. Ses chaussures étaient en cuir italien. Il représentait $42 000 de dette d'école de droit que j'avais payée. Il représentait $180 000 d'aide accumulée au fil des ans. Il était mon enfant, mon seul enfant, et il me fermait la porte au nez. D'accord, dis-je doucement. Le mot sortit fermement, mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. Vous deux, profitez de votre soirée. Je me retournai et descendis le chemin, des dalles que j'avais aidé à installer 3 étés auparavant, pliant mes genoux vieillissants pour leur faire économiser les coups de main-d'œuvre. La lumière du détecteur de mouvement s'éteignit avant même que j'aie atteint ma voiture, me plongeant dans l'obscurité. Je me tenais à côté de ma Honda Civic de 15 ans garée dans la rue parce que leur garage à 3 voitures contenait la Mercedes, la BMW et l'équipement de yoga de Grèce. Je regardais la maison. Chaque fenêtre brillait d'une lumière chaude et dorée. À l'intérieur, je pouvais voir Grèce se déplacer dans la cuisine, son rire se propageant dans la nuit. La maison ressemblait à quelque chose d'un magazine. Parfaite, polie, payée par la vieille femme mexicaine qu'il venait de rejeter. Je posai le PAN Dulce sur le siège passager et m'assis au siège conducteur, agrippant le volant à 2 mains. C'est là que les larmes vinrent. Chaude et brûlante, elles coulaient sur mon visage, brouillant les lumières du tableau de bord en étoiles filantes aqueuses. Avez-vous déjà réalisé que les personnes que vous aimez le plus ne vous aiment pas en retour? Pas vraiment. Elles aiment ce que vous leur offrez. Elles aiment la sécurité, le filet de sauvetage, le puissant fond de ressources. Mais elles ne vous aiment pas. C'est une prise de conscience qui fend le cœur d'une manière qui ne peut jamais être complètement réparée. Elles vous ouvrent et vous laissent vide. Je rentrai lentement chez moi, empruntant les rues secondaires plutôt que l'autoroute. East la semblait différent lorsque j'y revins. Plus petit, plus usé. Mon quartier n'était pas Pasadena avec ses pelouses parfaites et ses palmiers imposants. C'étaient des clôtures en grillage et des immeubles d'appartements avec du linge qui pendait au balcon. C'était la boulangerie du coin avec des pancartes peintes à la main et le mercado où tout le monde connaissait mon nom. C'était réel. Ma maison, un petit bungalow de 2 chambres que mon mari et moi avions acheté 40 ans plus tôt, était sombre et silencieuse. La peinture s'écaillait près de la ligne de toit. La clôture avait besoin d'être réparée. Le jardin était envahi par la végétation parce que je passais mes week-ends à conduire à Pasadena pour aider Sophia avec ses devoirs au lieu de prendre soin de mes propres roses. Je restais longtemps dans ma voiture dans l'allée, regardant ma maison. Modeste, humble, la mienne. Quand je rentrais enfin, je n'allumais pas les lumières. Je me dirigeais directement vers la cuisine et posais le PAN Dulce sur le comptoir. Il avait refroidi. Je m'assis à ma petite table en formica, la même table où Kyle avait fait ses devoirs, où Roberto et moi avions partagé notre café du matin, où j'avais pleuré quand le cancer l'avait emporté il y a 5 ans. Et je pensais à ce mot, inconfortable. Ils craignaient que je ne mette leurs invités mal à l'aise. Ils craignaient que mes vêtements, mon accent, ma simple présence ne les embarrasse devant des gens qui comptaient. Eh bien, pensais-je, sentant quelque chose de dur et de froid se cristalliser dans ma poitrine. Il était peut-être temps qu'ils apprennent ce qu'était vraiment l'inconfort. Le lendemain matin, je me réveillai à 5h30, comme je l'avais fait chaque jour depuis mes 14 ans, et commençai à travailler dans le magasin de retouches de ma mère. D'habitude, mes matins étaient remplis d'inquiétude à leur sujet. Kyle avait-il payé l'assurance auto? Grace s'était-elle souvenue du rendez-vous chez le dentiste de Sophia? Avait-il besoin d'argent pour le service d'aménagement paysager?
Mais aujourd'hui, l'inquiétude avait disparu, remplacée par quelque chose de plus vif, de plus clair. Un but. Je fis du café. Pas le genre bio coûteux sur lequel Grace insistait, et m'assis à ma table avec le dossier que j'avais évité pendant des mois. Celui que je gardais dans le tiroir qui coinçait comme si le tiroir lui-même essayait de me protéger de la vérité à l'intérieur. L'étiquette du dossier portait « Dépenses familiales ». Un nom si doux pour ce qu'il contenait. Il aurait dû s'intituler « Le prix de l'invisibilité ». Je l'ouvris et commençai à compter. La première page était le paiement hypothécaire. 4 200 $ par mois, automatiquement déduit de mon compte d'épargne. Je me souviens quand Kyle et Grace avaient trouvé cette maison. Un investissement dans notre avenir, Mama, avait dit Kyle. La valeur des propriétés à Pasadena ne fait qu'augmenter. Pense aux opportunités d'éducation de Sophia dans ce district. Ce qu'il n'avait pas mentionné, c'est que son revenu, aussi impressionnant soit-il pour un jeune associé, servait presque entièrement à maintenir leur style de vie. Les nécessités réelles, celles-ci me revenaient. La deuxième page concernait les voitures. 2 paiements de location. La Mercedes GLE pour Grace. J'ai besoin de quelque chose de sûr pour Sophia, avait-elle insisté. La BMW série 5 pour Kyle. Les clients vous jugent par la voiture que vous conduisez, Mama. C'est regrettable, mais c'est la réalité. Ensemble, 1400 $ par mois. Les deux à mon nom parce que le ratio dette-revenu était trop élevé. Trop de cartes de crédit. Trop d'investissements dans la carrière d'influenceuse de Grace qui n'avait jamais vraiment rapporté. Puis vinrent les petites choses. La mort par 1000 coupures. Les frais de scolarité de l'école Marlborough pour Sophia, 45 000 $ par an, divisés en paiements mensuels. Une éducation d'élite, la meilleure. Grace m'avait montré la brochure glacée avec des filles en jupe à carreaux jouant au cross. L'abonnement au country club, 800 $ par mois. Essentiel pour le réseautage. L'entretien de beauté de Grace, 1200 $ par mois. Botox, filaire. Traitement au laser. Le tout. Je dois être belle pour mes abonnés Instagram. Entraîneur personnel, 400 $ par mois. Livraison de courses d'Arwan Market, 800 $ par mois. On ne peut pas faire de compromis sur le bio, Ariana. Pense à la santé de Sophia. Services de streaming, Netflix, Hulu, HBO Max, Disney+, Apple TV, plus Spotify Premium, 170 $ combinés. Services d'aménagement paysager, 300 $ par mois, 2 fois par semaine. Nettoyage de la maison, 600 $ par mois, 3 fois par semaine. L'abonnement de golf de Kyle, 250 $ par mois. Abonnement au club de vin, 150 $ par mois. Les activités parascolaires de Sophia, leçons de piano, entraîneur de tennis, cours d'art combiné, 700 $ par mois. Je fis glisser mon doigt le long des colonnes, mon rythme cardiaque ralentissant en un rythme lourd et délibéré. Les pages bruissaient sous mes mains tremblantes, relevés bancaires, factures de carte de crédit, autorisation de prélèvement automatique. Chacun portait ma signature, mes numéros de compte, ma vie financière se vidant sur papier. Au bas de la dernière page, j'écrivis le total, 147 paiements récurrents, certains mensuels, certains trimestriels, certains annuels, tous s'écoulant de mes comptes dans leur vie comme des transfusions maintenant un patient mourant en vie. Le grand total me coupa le souffle. 12 800 $ par mois au cours des 5 dernières années depuis la mort de Roberto. Et j'avais bêtement pensé que soutenir la famille de Kyle comblerait le vide. J'avais transféré environ 340 000 $ pour maintenir leur style de vie. Je pensais aux mots de Grace. Tu devrais vivre un style de vie plus simple. Je regardais autour de ma cuisine. Les comptoirs stratifiés étaient fissurés et s'écaillaient sur les bords où l'eau avait pénétré au fil des décennies. Mon réfrigérateur avait 22 ans, bourdonnant bruyamment comme s'il pouvait lâcher à tout moment. Je raccommodais mes propres chaussettes. J'achetais des médicaments génériques. Je découpais des bons de réduction pour le thé et attendais les soldes au supermarché pour acheter du poulet. Je vivais simplement depuis des années, des décennies, pour qu'ils puissent vivre comme des rois. Une vague de nausées me traversa, suivie immédiatement de quelque chose de plus chaud, la rage. Ce n'était pas l'argent vraiment. Une mère donne ce qu'elle a. Une mère se sacrifie. Ma propre mère avait travaillé 3 emplois pour nous nourrir après le départ de mon père.
Je comprenais le sacrifice, mais c'était le mépris, la cruauté désinvolte de la chose. Il prenait l'argent d'une main tout en me repoussant de l'autre. Il croyait que ce style de vie, les voitures, la maison, les clubs, étaient leur réussite. Ils avaient oublié qui avait construit le sol sur lequel ils se tenaient. Ils avaient oublié que j'existais sauf en tant que ressource. Je refermai le dossier soigneusement. Le son était doux, juste du papier rencontrant du papier. Mais dans le calme de ma cuisine, cela résonnait comme un coup de marteau de juge. Je savais ce que je devais faire. Mais je savais aussi qu'une fois commencé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce n'était pas une punition. La punition est temporaire. Une leçon enseignée puis pardonnée. C'était une expulsion. Je les expulsais de la banque de maman. Mon téléphone sonna. Je regardais l'écran. Kyle. Pendant une seconde insensée, mon cœur bondit. Peut-être appelait-il pour s'excuser. Peut-être avait-il réalisé, à la lumière sobre du matin, à quel point ils avaient été cruels. Peut-être. Je répondis. Buenos dias, mi hijo. Hey, maman. Sa voix était pressée, distraite. Pas de salutation, pas de chaleur. Petite question. Je crois que le paiement du country club a été rejeté ou quelque chose. Ils ont laissé un message vocal concernant la mise à jour de la carte. Peux-tu les appeler? Je suis débordé aujourd'hui et Grace est en retraite de yoga. Une pause. Aussi, les paysagistes viennent vendredi, et je crois que cette carte a peut-être aussi expiré. Tu devrais probablement tout mettre à jour. Aucune mention de la nuit dernière. Aucune reconnaissance de la porte qui m'avait été fermée au nez. Juste des exigences, juste l'hypothèse que j'étais sa secrétaire personnelle, un distributeur automatique de billets sur pattes. Ma main se serra autour du téléphone jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent. Je vais y regarder, dis-je, ma voix ferme, ne révélant rien de la tempête qui grondait en moi. Super, merci. Je dois y aller. Réunion de partenariat dans 5 minutes. Il raccrocha sans dire au revoir. Je restais là, écoutant la tonalité d'occupation, ce bourdonnement électronique vide emplissant mon oreille. Je vais y regarder. Oh, j'allais y regarder. Très bien. Je me levai, pris mon sac à main, un sac en cuir usé que Roberto m'avait acheté pour notre 20e anniversaire, et vérifiai l'heure. 8h15. La banque ouvrait dans 15 minutes. J'arrivai à la Bank of America juste au moment où Patricia Ruiz, la directrice de l'agence, déverrouillait la porte. Patricia et moi nous connaissions depuis 30 ans. Sa mère et moi avions travaillé ensemble à l'usine de confection dans les années 80. Sa fille était allée à l'école avec Kyle. Ariana, dit-elle chaleureusement en tenant la porte. Vous êtes matinale. Le café n'est même pas encore prêt. Je dois faire des changements, Patricia, dis-je en la suivant à l'intérieur. Des changements importants. Quelque chose dans ma voix la fit s'arrêter. Elle étudia mon visage, et je la vis passer d'une expression amicale à professionnelle avec une sous-couche d'inquiétude. Venez dans mon bureau. Nous passâmes devant les guichets, traversâmes le couloir moquetté jusqu'à son bureau au mur de verre surplombant le hall. Elle ferma la porte et me fit signe de m'asseoir. Je m'assis, posai mon dossier sur son bureau. Qu'est-ce qui se passe, amiga, demanda-t-elle doucement. Je dois annuler tous les virements automatiques vers les comptes de mon fils, dis-je. Absolument tous. Paiements hypothécaires, paiements de services publics, cartes de crédit, primes d'assurance, tout. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Elle tendit la main vers le dossier que je lui avais poussé, l'ouvrit et commença à parcourir les pages. Son expression passa par le choc, l'incrédulité, et finalement une compréhension sombre. Ariana, dit-elle prudemment, c'est plus d'une centaine de paiements récurrents. Êtes-vous absolument certaine que cela entraînera des interruptions de service immédiates pour eux? Leur prêt hypothécaire, leur véhicule, leur... Je sais exactement ce que cela va faire, l'interrompis-je. J'ai la liste ici. J'ai surligné tout ce qui doit cesser aujourd'hui. Avec effet immédiat. Patricia regarda les lignes surlignées, page après page de marqueurs jaunes, puis me regarda de nouveau. Je vis de la reconnaissance dans ses yeux. Nous étions toutes deux des femmes d'un certain âge.
Nous savions toutes deux à quoi ressemblait une femme qui avait donné jusqu'à être vidée. Quand le sacrifice se transformait en exploitation, elle ne demanda pas de détails. Elle n'essaya pas de me dissuader. Elle hocha simplement la tête. Il y a plus, ajoutai-je, sortant un autre document de mon sac à main, des papiers que j'avais préparés la nuit dernière au lieu de dormir. Je dois révoquer la procuration de Kyle, et je veux changer le bénéficiaire de ma police d'assurance vie, de lui à ma petite fille, Sophia. Le silence dans le bureau était profond. C'était l'option nucléaire. C'était rompre le cordon d'une manière qui ne pouvait être retissée avec des excuses ou des promesses. Patricia expira lentement. Nous pouvons le faire. Cela nécessitera des formalités administratives et un notaire. Je peux faire venir quelqu'un d'ici 1 heure. J'attendrai, dis-je. Pendant les 2 heures suivantes, je restai assise dans ce bureau à signer des papiers. Patricia m'apporta du café. Du vrai café, pas le genre instantané que je faisais à la maison, et travailla tranquillement et efficacement, imprimant des formulaires, marquant les endroits pour ma signature, expliquant ce que chaque document signifiait d'une voix douce et professionnelle. À chaque signature, je me sentais plus légère. C'était une sensation physique, comme de poser un rocher que j'avais porté sur le flanc d'une montagne. Pourquoi l'avais-je porté si longtemps? Parce que je pensais que c'était de l'amour ou parce que j'avais peur que si je le posais, il m'abandonnerait complètement. Eh bien, il m'avait déjà abandonné. Il m'avait désinvité à dîner. Alors, pourquoi payais-je? Au moment où je quittais la banque, il était presque midi. Le soleil brillait au-dessus, l'air d'octobre était chaud et clair. L'une de ces journées parfaites à Los Angeles où le smog se lève et où l'on peut voir les montagnes de San Gabriel au loin. Je descendis la rue jusqu'à la petite boulangerie mexicaine du coin, celle où j'allais depuis 40 ans, et m'achetai une concha et un café de hola à la cannelle. Je m'assis à l'une des petites tables métalliques à l'extérieur et regardai le monde défiler. Une jeune mère poussait une poussette. 2 hommes âgés discutaient de bonne humeur en espagnol de football. La vie, ordinaire et réelle, circulait autour de moi. Je pris une bouchée du pain sucré et ressentis quelque chose d'inhabituel. Légèreté, liberté, une sensation étrange et étourdissante dans ma poitrine. Je me demandais combien de temps il leur faudrait pour le remarquer. Cela ne prit pas longtemps. Le premier message arriva à 18h45 ce soir-là, juste au moment où je m'installais dans mon fauteuil avec un livre. Un roman policier que je voulais lire depuis des mois, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Grace, Ariana, Netflix ne marche pas, ça dit que le paiement a été refusé. Tu as une nouvelle carte ou quelque chose? Je regardai le message, pris une gorgée de mon thé. Le livre était bon. Un détective à Barcelone résolvant des crimes. Je repris ma lecture. 20 minutes plus tard, Kyle, maman, j'ai reçu une notification que la facture d'électricité est en retard. Peux-tu t'en occuper au plus vite? Je ne veux pas que le courant soit coupé. S'en occuper au plus vite. Pas, tu vas bien? Pas, y a-t-il un problème? Juste, répare ça. Juste, fais disparaître le problème. Je posai mon téléphone face contre table sur la petite table d'appoint et continuai à lire. À 21h, mon téléphone avait vibré 17 fois. Je ne le regardais pas une seule fois. Je me couchai tôt, me glissai sous ma vieille courte pointe, brodée à la main par ma mère avant sa mort, et dormis mieux que je ne l'avais fait depuis 5 ans. Le lendemain matin, la tempête éclata. J'étais dans mon jardin, en train de tailler les roses que j'avais négligées pendant des mois. L'air du matin était frais, la rosée s'accrochait encore aux feuilles. Je portais mes vieux gants de jardinage, ceux avec des trous à 3 doigts. Je pensais peut-être planter des légumes au printemps. Des tomates, peut-être de la coriandre, des choses que je pourrais utiliser. Mon téléphone se mit à vibrer dans ma poche comme un animal piégé. Je le sortis. 14 appels manqués. 7 de Kyle, 5 de Grace, 2 d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Une cascade de messages textes défila sur l'écran. Kyle, maman, réponds au téléphone. Kyle, le paiement hypothécaire a été rejeté. La banque a appelé. Ils disent que le compte est fermé. Grace, qu'est-ce qui se passe? Paiement de voiture refusé. Assurance refusée. Le country club a appelé et a dit que notre adhésion était résiliée pour non-paiement. Kyle, ce n'est pas drôle. Appelle-moi tout de suite.
Grace, Spotify, Netflix, Hulu, tout annulé. Ariana, je jure devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Kyle, maman, j'ai une réunion de partenaires au club aujourd'hui. Je viens d'être humilié. Appelle-moi. Je regardais les messages, les lettres capitales désespérées, la panique suintant à travers l'écran, et je ne ressentis rien. Aucune culpabilité, aucune envie de réparer, juste une certitude calme et claire que j'avais fait la bonne chose. Je remis le téléphone dans ma poche et coupai une autre fleur morte du rosier. Ma mère disait, la mort est nécessaire à la croissance. Il faut couper le poids mort pour que la plante puisse prospérer. Je ne faisais que tailler. Je rentrais, me lavais les mains, me préparais un déjeuner. Tandis que je mangeais les restes de Arroz con Polo, bien meilleurs que tout ce que l'on trouvait à Aron, j'entendis une voiture freiner brusquement dans mon allée. Je n'eus pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir qui c'était. Les pas sur mon porche étaient lourds, en colère. La poignée de porte s'agita, puis des coups, « Maman, ouvre cette porte !» Je pris une autre bouchée de poulet, mâchai lentement, avalai. Je me levai, marchai calmement jusqu'à la porte et l'ouvris. Kyle se tenait là, le visage rouge de colère, ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, en désordre. Il ressemblait à un homme dont le monde venait de basculer violemment sur son axe. Grace se tenait derrière lui, sa tenue de yoga froissée, son maquillage étalé. Ses yeux étaient sauvages. « Quoi ?» dit Kyle, sa voix tremblant d'une fureur à peine contenue. « Que as-tu fait ?» Je m'écartai. « Entrez. Voudriez-vous déjeuner ?»« Je ne veux pas déjeuner, » cria-t-il, me poussant pour entrer dans mon petit salon. « Je veux savoir pourquoi la banque a dit que tu avais fermé tous les comptes. L'hypothèque, les voitures, les cartes de crédit, tout. » Je fermai la porte doucement et me tournai vers eux. « Je n'ai pas fermé les comptes, mijo. J'ai simplement cessé d'y verser de l'argent. »« Tu ne peux pas faire ça, » hurla Grace. « Sais-tu ce que tu as fait? La Mercedes est en cours de saisie. Nos codes de crédit sont détruites. L'école a appelé pour les frais de scolarité de Sophia. Alors je vous suggère de leur faire un chèque, dis-je calmement. Nous n'avons pas ce genre d'argent. » Comme ça, la voix de Kyle se brisa. « Tu sais que nous comptons sur ton aide et que... » Et ça, dis-je, sentant ma propre voix se durcir, c'est le problème. Je marchai vers ma bibliothèque et sortis le dossier, celui que j'avais montré à Patricia. Je l'ouvris et le leur tendis. 147 paiements récurrents, dis-je. 12 800 $ par mois pendant 5 ans. Cela fait 340 000 $, Kyle. Sais-tu combien d'argent cela représente? Il fixa les pages, sa bouche s'ouvrant et se fermant. C'est ce que j'ai gagné en travaillant dans une usine pendant 15 ans, continuai-je. C'est plus que ce que ton père et moi avons vécu pendant les 10 premières années de notre mariage. C'est ma retraite, ma sécurité, ma dignité, et tu l'as pris sans une seconde pensée. C'est de l'argent de famille, argua Kyle faiblement. Papa voulait que nous soyons pris en charge. Ton père, dis-je, et ma voix devint froide, voulait que tu sois un homme. Il voulait que tu sois indépendant, responsable, capable. S'il te voyait maintenant en 42 ans, gagnant 6 chiffres et toujours accroché au sein de ta mère tout en la repoussant de ta porte parce qu'elle n'est pas assez élevée, il aurait honte. Le mot resta en suspens dans l'air comme de la fumée. Honte. Kyle tressaillit comme si je l'avais frappé. Le visage de Grace devint pâle. Tu nous ruines, murmura Kyle. Nous allons tout perdre. Non, dis-je, je vous sauve. Parce qu'en ce moment, tu n'es pas un homme, Kyle. Tu es un parasite et je t'ai laissé en être un. C'est ma faute, mais je le corrige aujourd'hui. Kyle me regarda comme si j'étais une étrangère. Peut-être l'étais-je. Peut-être que la mère qu'il connaissait, celle qui disait oui à tout, qui ouvrait son portefeuille avant même qu'il ait fini de demander, était morte sur le pas de cette porte de Pasadena il y a 2 nuits. Tu ne peux pas être sérieuse, dit-il, sa voix tombant à un murmure rauque. Maman, s'il te plaît, juste arrange ça. On peut parler des limites ou quoi que ce soit, mais tu dois d'abord arranger ça. Non, dis-je simplement. Grace émit un son, à moitié sanglot, à moitié halètement. Tu es cruel. Et Sophia? Vas-tu vraiment punir ta petite fille parce que tu es fâché contre nous?
Cela toucha une corde sensible et elle le vit. Ses yeux s'illuminèrent, prédateurs, sentant une faiblesse. Sophia n'a rien fait de mal, insista Grace. Elle t'aime, Ariana, et tu vas la retirer de son école, loin de ses amis. La faire souffrir à cause de ton orgueil. Je regardais Grace. La regardais vraiment. Ses leggings Lululemon qui coûtaient $120. Ses mèches de cheveux qui nécessitaient un entretien mensuel à $250 la séance. Son sac Michael Kors sur son épaule. La femme qui m'avait dit moins de 48 heures auparavant que je devrais vivre plus simplement. Sophia est la bienvenue chez moi à tout moment, dis-je doucement. Je lui ferai des tamales. Je l'aiderai avec ses devoirs. Je l'aimerai de tout mon être. Mais je ne paierai pas $45 000 par an pour qu'elle puisse jouer au cross avec les filles de millionnaires pendant que vous me dites que je suis trop ethnique pour m'asseoir à votre table. Je n'ai jamais dit ethnique, protesta Grace. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Je me tournai vers Kyle. Ta femme a raison sur une chose. Il s'agit de Sophia. Je veux qu'elle ait une grand-mère digne. Une grand-mère qui connaît sa propre valeur. Cette leçon vaut plus que n'importe quelle école privée. Le visage de Kyle passa par diverses émotions. Colère, panique, désespoir. Finalement, il atterrit sur la manipulation. Ses épaules s'affaissèrent. Sa voix devint douce, suppliante. Maman, je suis désolé. D'accord, je suis désolé pour le dîner. Grace est désolée aussi. Nous avons fait une erreur, mais ça, c'est trop. Tu détruis nos vies pour une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée? Je sentis quelque chose se briser en moi. Kyle, sais-tu la dernière fois que tu m'as invité à dîner avant hier soir? Il cligna des yeux, confus par la question. Il y a 8 mois, répondis-je pour lui. Le 15 mars. L'événement scolaire de Sophia. Et je suis resté dans la voiture pendant 1 heure à attendre parce que tu avais oublié de me dire que c'était annulé. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas envoyé de SMS. Je suis resté là comme une idiote jusqu'à ce qu'un autre parent me dise que tout le monde était rentré. J'étais occupé. Sais-tu quand tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais, continuai-je. Vraiment? Demander, pas comme une formalité avant de demander de l'argent. Silence. Sais-tu où j'étais pour mon anniversaire l'année dernière? Plus de silence. Seul, dis-je. Dans cette maison, à regarder la télévision. Tu as envoyé un SMS à 23 heures, joyeux anniversaire, maman. Journée folle, on se parle bientôt. C'est tout. Le visage de Kyle était devenu pâle. Je n'ai pas, tu n'y as pas pensé, finis-je. Parce que je ne suis plus une personne pour toi, Mijo. Je suis une ressource. Je suis la banque qui ne ferme jamais. Le distributeur automatique qui ne tombe jamais en panne. Et le pire, je t'ai laissé me traiter comme ça. Je t'ai appris que mon amour pouvait être acheté par ta négligence. Et mon argent pouvait acheter tes cadeaux. Grace pleurait maintenant, de gros sanglots laids. Mais je l'avais déjà vu pleurer. Je l'avais vu pleurer quand elle voulait un nouveau sac à main, quand elle voulait la rénovation de la maison, quand elle voulait le voyage à Paris. Les larmes de Grace étaient une monnaie, et je ne les acceptais plus. Sortez, dis-je. Non pas méchamment, mais fermement. Maman, s'il te plaît. Sortez. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. Quand vous serez prêt à avoir une vraie conversation, pas une négociation, pas une manipulation, mais une vraie conversation où vous me verrez comme votre mère au lieu de votre banque, ma porte sera ouverte. D'ici là, vous devez partir. Kyle resta figé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson se noyant dans l'air. Grace lui saisit le bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans sa manche. Viens, siffla-t-elle. Elle est folle. On va appeler un avocat. On va la faire déclarer incompétente. Elle a clairement un genre d'épisode de sénilité. Je ris. Je ris vraiment. Ça jaillit de ma poitrine, riche et authentique et surprenant même pour moi. Oh, Grace, dis-je, toujours souriante. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire, n'est-ce pas? Tu penses que parce que je fais des ourlets de pantalon et que je fais du pain sucré, je suis stupide?
J'ai géré les comptes de l'entreprise de construction de Roberto pendant 30 ans. Je sais exactement ce que je fais. Et si vous essayez de me traîner en justice, j'apporterai chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque message texte où vous avez demandé de l'argent. Voulez-vous qu'un juge voie que j'ai payé vos épilations brésiliennes? Votre consultante en bien-être spirituel? Que j'ai financé votre voyage d'affaires à Paris, que vous avez tagué sur Instagram comme une escapade romantique? Le visage de Grèce devint blanc. Je ne crois pas, dis-je. Maintenant, sortez de ma maison. Ils partirent. Kyle marchait comme un zombie, stupéfait et silencieux. Grèce pleurait toujours, mais plus doucement maintenant, choquée par la soumission. Je refermai la porte derrière eux et la verrouillai, le pen dormant glissant en place avec un clic satisfaisant. Je m'adossai à la porte, mon cœur battant la chamade, et attendis que la culpabilité vienne. Que le doute vienne, que la voix me dise que j'étais une mère terrible. Mais cela ne vint pas. Au lieu de cela, je me sentis puissante, forte, entière. Le silence dans ma maison après leur départ était lourd, mais il n'était pas solitaire. C'était le silence d'un champ de bataille après que les canons eurent cessé de tirer. C'était le silence de la paix. Je retournai à la cuisine et terminai mon déjeuner. Il avait le goût de la victoire. J'étais à ma machine à coudre, en train de faire l'ourlet d'une robe de quinceañera pour la fille de ma voisine, quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me fit décrocher. Madame Mandé? Une voix féminine professionnelle. C'est Jennifer Caldwell de l'école Marlborough. J'appelle concernant le compte de Sophia Mandé. Mon cœur se serra. Sophia va bien? Oh, elle va bien, dit rapidement la femme. Il s'agit des frais de scolarité. Nous avons eu un paiement rejeté pour fonds insuffisants et nous n'avons pas pu joindre monsieur ou madame Mandé. Puisque vous êtes répertorié comme contact d'urgence et ancien payeur, je voulais vous contacter. Je vois, dis-je prudemment. Le solde du semestre d'automne est de 15 000 $, continua madame Caldwell. S'il n'est pas réglé d'ici vendredi, je crains que nous devions demander à Sophia de se retirer jusqu'à ce que le compte soit à jour. 15 000 $. Je l'avais sur mon compte d'épargne. Celui que j'avais alimenté pour eux. Il restait encore près de 80 000 $. Je pouvais le payer tout de suite. Un seul appel téléphonique. Sophia n'aurait pas à quitter son école. N'aurait pas à faire face à l'embarras. Madame Mandé, me pressa la femme. Je ne gère plus le compte, me suis-je entendu dire. Vous devrez parler directement à Kyle et Grace Mandé. Une pause. Je vois. Avez-vous un autre numéro où nous pourrions les joindre? Les numéros que vous avez sont à jour, dis-je. Ils choisissent simplement de ne pas répondre. Je raccrochai et mes mains tremblaient. C'était la chose la plus difficile que j'ai faite jusqu'à présent. Pas de couper les ponts avec Kyle et Grace. Ils le méritaient, mais potentiellement d'affecter Sophia, ma douce petite fille. Mais même si la culpabilité essayait de s'insinuer, je pensais aux mots de Grace. Quel genre de grand-mère es-tu? J'étais le genre qui n'apprendrait pas à ma petite fille que l'amour signifiait la faillite, que la famille signifiait l'esclavage, qu'être une femme signifiait être utilisée. Le téléphone sonna de nouveau immédiatement, Kyle cette fois. Tu as dit non à l'école, cria-t-il. Ils viennent d'appeler Grace. Sophia va être renvoyée. Alors paie les frais de scolarité, dis-je calmement. Avec quoi? Nous n'avons pas 15 000 $ qui traînent. Alors je vous suggère de trouver une solution. Vendez quelque chose. Prenez un prêt. Demandez à la riche famille de Grace à Mexico, celle dont elles se vendent toujours. Ils n'aideront pas, dit-il. Et soudain, il sembla très jeune, très perdu. Grace ne leur a pas parlé depuis 3 ans. Elle. Nous avons menti à leur sujet. Ils l'ont coupé quand elle m'a épousé. J'absorbais cela. Toutes ces histoires sur la fortune familiale de Grace, ses relations, son filet de sécurité, des mensonges. Elle était juste comme Kyle, une enfant adulte jouant à faire semblant avec l'argent de quelqu'un d'autre. Alors bienvenue dans la réalité, Mijo, dis-je doucement. C'est ce que ça fait pour nous autres. S'il te plaît, murmura-t-il. S'il te plaît, maman, juste cette chose. Je trouverai tout le reste.
Je le jure, mais s'il te plaît, ne laisse pas Sophia souffrir. Tu laisses Sophia souffrir, dis-je. Toi et Grace, vous avez construit une vie que vous ne pouviez pas vous permettre et maintenant elle s'écroule. Je ne vous fais pas ça. Vous vous le faites à vous-même. Je raccrochai. Le téléphone sonna de nouveau. Je l'éteignis. Rosa vint le samedi matin avec du pendulce de la boulangerie et des ragots de son salon. Tu es le sujet de conversation d'Istla, dit-elle, s'installant sur ma chaise de cuisine avec son café. Tout le monde a entendu une version de l'histoire. Je grimaçai. Que disent-ils? Ça dépend de qui parle. Rosa prit une bouchée de concha. Les vieilles dames à l'église pensent à moitié que tu es une sainte pour avoir donné une leçon à ton fils. L'autre moitié pense que tu es cruel de l'avoir coupé. Et l'autre moitié, il n'y a pas d'autre moitié, tia. C'est tout. Elle sourit. Mais je pense que tu es courageuse. Et Martha du salon, elle pense à faire la même chose. Sa fille vit sans loyer dans la propriété locative de Martha depuis 4 ans. Je sirotais mon café. Et as-tu entendu quelque chose à leur sujet, Kyle et Grace? Le visage de Rosa devint sérieux. Tu es sûr de vouloir savoir? J'acquiesçai. La Mercedes a été saisie. Je l'ai vue de mes propres yeux. La dépanneuse est venue mardi matin. Grace criait dans la rue, faisant une scène. Rosa secoua la tête. Et ma cliente qui travaille au country club, elle a dit qu'ils étaient venus récupérer leurs affaires et Grace a essayé de faire croire qu'ils avaient choisi de partir. Personne ne l'a cru. Je ressentis une petite douleur dans la poitrine, mais plus petite que prévu. Il y a plus, dit Rosa prudemment. Kyle a pris Uber pour aller à son bureau 3 jours cette semaine. Les gens ont remarqué. Les partenaires posent des questions. Il pourrait acheter une voiture d'occasion, dis-je. Avec quel argent? Leur crédit est détruit, demanda Rosa à ma cousine qui travaille chez Toyota. Ils ont essayé de financer une Corolla. Refusé. La satisfaction que j'aurais dû ressentir ne vint pas. Au lieu de cela, il y avait juste une platitude grise. C'était nécessaire, comme une chimiothérapie. Ça faisait mal, mais ça tuait le cancer. Et Sophia, demandai-je doucement. L'expression de Rosa s'adoucit. Elle va à l'école publique maintenant, Washington Prep. A commencé lundi. Mes yeux brûlèrent. Comment va-t-elle? Je ne sais pas, avoua Rosa. Mais la fille de mon ami est dans sa classe. Elle a dit que Sophia restait seule. Calme. Je posai ma tasse de café. Mes mains tremblaient. Tu as fait ce qu'il fallait, dit fermement Rosa, tendant la main par-dessus la table pour saisir ma main. Écoute, tu as fait ce qu'il fallait. Sophia ira bien. Les enfants sont résilients. Mais elle apprenait de terribles leçons dans cette maison. Mieux vaut qu'elle apprenne maintenant que les actions ont des conséquences, que l'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Que grand-mère est une tirelire. Elle doit me détester. Elle comprendra quand elle sera plus âgée. Et si elle ne comprend pas, Rosa serra plus fort. Alors tu as quand même fait ce qu'il fallait pour toi-même. Tu ne peux pas t'immoler pour réchauffer les autres, Mija. Après le départ de Rosa, je restai seul dans ma cuisine pendant longtemps. Le soleil de l'après-midi pénétrait par la fenêtre, illuminant les poussières dans l'air. La maison était silencieuse, sauf le bourdonnement du réfrigérateur et le son lointain d'enfants jouant dans la rue. Je pensais à Sophia, à son premier jour à l'école publique, traversant des détecteurs de métaux au lieu de portails couverts de lierre. Plus de crosses, plus de déjeuners traiteurs, plus de réseautage avec les enfants de cadres de la technologie et d'avocats du divertissement. Juste une école normale comme celle où j'étais allé, comme Kyle y était allé avant que je ne me serre la ceinture et n'économise pour l'envoyer à cette école secondaire privée qui avait commencé tout ça. Mon téléphone, rallumé ce matin-là, vibra. Un message texte, mais pas de Kyle ou de Grace. Numéro inconnu. Abuela, c'est Sophia. J'ai eu ton numéro par Tia Rosa. Puis-je venir te voir après l'école lundi? Mon souffle se coupa. Je fixai le message, le lisant 3 fois. Je répondis, les mains tremblantes. Bien sûr, mis à mort. Quand tu veux. Je ferai des tamales. 3 points apparurent, disparurent, apparurent de nouveau.
Sophia, maman et papa ne savent pas que je t'envoie un SMS. Ils ont dit de ne pas le faire. Mais tu me manques. Des larmes coulèrent sur mon visage. Moi? Tu me manques aussi, Corazon. Lundi à 16h. Sophia, oui, merci, Abuela. Je serrai le téléphone contre ma poitrine et pleurai, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de soulagement. Elle ne me haïssait pas. Elle voulait me voir. C'était assez. Le coup à ma porte était hésitant, doux. Quand j'ouvris, Sophia se tenait sur mon porche dans son nouvel uniforme scolaire, bleu marine et blanc uni, rien à voir avec le tartan et le cachemire de Marlborough. Son sac à dos semblait lourd. Ses yeux semblaient plus lourds. « Hola » dit-elle doucement. « Hola, mi tesoro, entre. » Elle entra et immédiatement ses yeux se posèrent sur la cuisine. Ça sent la maison. J'avais fait des tamales de porc, ses préférés, de l'horchata et du flan pour le dessert. La cuisine était chaude et vaporeuse, remplie des parfums de la masa de maïs et de cannelle. Sophia posa son sac à dos et resta juste là, l'air perdu. « Assieds-toi, dis-je doucement. Tu as faim. » Elle acquiesça et s'assit à table, la même chaise où elle s'était assise depuis qu'elle était assez petite pour avoir besoin d'un rehausseur. Je lui servis une assiette, la regardai prendre la première bouchée. « C'est bon, dit-elle, et sa voix se brisa. Sophia, ils vendent la maison. » Les mots s'échappèrent d'un coup. La banque a dit que nous avons 90 jours. Maman pleure tout le temps. Papa ne veut pas en parler. Ils se battent tous les soirs après qu'ils pensent que je dors. Et c'est tout à cause d'eux. Elle s'arrêta, me regardant avec ses grands yeux sombres, si semblables à ceux de Kyle, à ceux de Roberto. À cause de moi, finis-je doucement. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Pourquoi as-tu fait ça? Avons-nous fait quelque chose de mal? Ai-je fait quelque chose de mal? Je fis le tour de la table et m'agenouillai à côté de sa chaise, mes vieux genoux protestants, et lui pris les mains. Écoute-moi, Mija. Tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite, et je t'aime plus que tout. Alors pourquoi? Te souviens-tu quand tu étais petite et que tu avais cette amie Brittany, celle qui ne jouait avec toi que quand elle voulait emprunter tes jouets? Sophia hocha lentement la tête. Et je t'ai dit que ce n'était pas une vraie amie. Que les vrais amis t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Oui. Tes parents. Je choisis mes mots avec soin. Ils ont oublié cette leçon. Ils ont oublié de m'aimer pour ce que je suis. Ils n'aimaient que ce que je pouvais leur donner. Et je les ai laissés faire trop longtemps. Mais ils vont tout perdre, dit Sophia, les larmes coulant. Nous allons perdre la maison, mon école, tout. Non, mon bébé. Ils vont perdre les choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre en premier lieu, les choses qu'ils empruntaient à mon avenir pour payer. Je lui essuyai les larmes avec mon pouce. Et tu sais quoi? Tu vas t'en sortir. Mieux que bien. Comment peux-tu dire ça? Tout s'effondre. Parce que tu vas apprendre quelque chose de très important. Tu vas apprendre que tu n'as pas besoin d'une grande maison ou de vêtements coûteux pour avoir de la valeur. Tu vas apprendre à travailler pour ce que tu veux. Tu vas apprendre que ta valeur ne réside pas dans ce que tu possèdes. Sophia pleurait encore plus fort maintenant. J'ai peur, Abuela. Je sais, mi amor. Je sais. Je la tins pendant qu'elle pleurait, lui caressant les cheveux comme je le faisais quand elle était petite et faisait des cauchemars. Mais je te le promets, cela va te rendre plus forte. Tu vas t'en sortir. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, elle recula et me regarda. Maman dit que tu es égoïste, que tu nous punis. Qu'en penses-tu? Demandai-je. Elle resta silencieuse longtemps, picorant son tamal. Je crois. Je crois qu'ils se sont habitués à tout avoir facilement et maintenant c'est difficile et ils ne savent pas quoi faire. Elle leva les yeux vers moi. Dans ma nouvelle école, il y a cette fille dans ma classe d'anglais, Jasmine. Elle travaille chez Starbucks après l'école pour aider sa mère avec le loyer, et elle est vraiment heureuse, Abuela. Vraiment heureuse. Plus heureuse que n'importe qui à Marlborough n'a jamais semblé l'être. Je souris. Peut-être parce qu'elle sait qui elle est sans toutes ces choses. Oui. Sophia prit une autre bouchée. Je veux un peu lui ressembler.
Mon cœur se gonfla. Alors tu le seras. Nous mangeâmes dans un silence confortable pendant un moment. Puis Sophia dit, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Aimes-tu toujours papa, même après tout ça? J'y réfléchis. Vraiment. Oui, dis-je finalement. Je l'aime, mais je m'aime aussi maintenant, et c'est ce que j'ai oublié trop longtemps. Sophia hocha lentement la tête comme si elle classait cette information pour plus tard. Puis-je venir te voir toutes les semaines? Même si maman et papa disent non. Toutes les semaines, promis-je. C'est aussi ta maison. Toujours. Elle sourit alors, le premier vrai sourire que j'avais vu. Tu vas m'apprendre à faire des tamales, la vraie façon, comme ta mère t'a appris? J'adorerais ça. Nous passâmes le reste de l'après-midi dans la cuisine. Je lui montrai comment étaler la masa, comment plier les feuilles de maïs, comment savoir quand ils étaient cuits. Elle était maladroite au début, ses tamales grumeleux et informes, mais elle riait de ses erreurs et son visage était lumineux de concentration. C'était ce qui me manquait. Cette connexion, cet amour réel, désordonné, imparfait. À 18 heures, son téléphone vibra. Elle le vérifia et son visage s'affaissa. Maman est là. Je dois y aller. Je l'accompagnai à la porte. Par la fenêtre, je pouvais voir la voiture de Grace, pas la Mercedes, mais une vieille Honda Civic comme la mienne. Grace était assise au siège conducteur, regardant droit devant elle, sans regarder ma maison. Sophia me serra fort dans ses bras. Je t'aime, Abuela. Merci de ne pas avoir abandonné. Jamais, murmurai-je dans ses cheveux. Jamais, mi tesoro. Elle courut sur le chemin et monta dans la voiture. Alors qu'il s'éloignait, Sophia se retourna et me fit signe par la vitre arrière. Je lui rendis son salut jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Puis je rentrai, nettoyai la cuisine, et me permis d'espérer que peut-être, juste peut-être, quelque chose de bon pouvait sortir de toute cette douleur. L'appel arriva un jeudi soir, pas de Kyle, mais d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Mandé? C'était David Harrison, associé principal chez Chenon Associates, le cabinet de Kyle. Mon estomac se serra. Oui. Je voulais vous informer personnellement que nous avons dû nous séparer de Kyle. Le monde bascula. Quoi? Je crains que la situation ne soit devenue intenable. Il a manqué plusieurs comparutions devant les tribunaux en raison de problèmes de transport. Des clients se sont plaints de sa distraction. Et il y a eu un incident lors d'une réunion avec un client potentiel où il est arrivé en Uber et le client a supposé qu'il avait perdu son permis pour conduite en état d'ivresse. Une pause. Cette perception est mortelle dans notre métier. Je vois. C'est un avocat talentueux, continua Harrison. Mais il a construit sa carrière sur une base d'apparence et de réseautage qu'il ne peut apparemment plus maintenir. Je suis désolé. Je sais que cela doit être difficile pour vous en tant que sa mère. Quand, demandai-je, engourdi. Avec effet immédiat. Il est en train de vider son bureau. Après avoir raccroché, je restai très immobile. C'était ce que j'avais voulu, n'est-ce pas? Qu'il fasse face à la réalité, qu'il comprenne les conséquences. Mais Kyle perdant son emploi, c'était plus que ce que j'avais anticipé. C'était catastrophique. Mon téléphone sonna de nouveau. Kyle cette fois. Maman. Sa voix était creuse, brisée. Harrison t'a appelé. Oui. J'ai perdu mon emploi. J'ai tout perdu. La maison étant saisie. Grace parle de retourner au Mexique chez ses parents, même si elle a juré qu'elle ne le ferait jamais. Sa voix se brisa. Maman, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment réparer ça. Chaque instinct maternel me criait de le réparer, de faire un chèque, de faire cesser la douleur. Mais je ne le fis pas. Tu recommences à zéro, dis-je doucement. Tu trouves un plus petit cabinet. Tu te reconstruis. Tu vis selon tes moyens. Comment, cria-t-il. Comment suis-je censé faire ça? Je ne sais pas comment vivre comme ça. Alors tu apprends, dis-je. Comme j'ai appris quand ton père est mort et que j'ai dû trouver comment survivre seul. Comme chaque personne apprend quand la vie la met à terre. C'est de ta faute, cria-t-il. Si tu n'avais pas, non, le coupai-je, ma voix dure. C'est ta faute.
Tu as construit un château de cartes avec mon argent, et maintenant il est tombé. Je ne l'ai pas poussé. La gravité l'a fait. Silence sur la ligne, puis doucement. J'avais besoin de toi. Tu avais besoin de mon argent, corrigez-je. Tu n'as pas eu besoin de moi depuis des années. Ce n'est pas, c'est quand mon anniversaire, Kyle? Silence. Quelle est ma couleur préférée? Que fais-je le dimanche? Quel est le nom de ma meilleure amie? Je sentis des larmes couler sur mon visage, mais ma voix resta ferme. Tu ne sais pas parce que tu n'as jamais demandé. Parce que je n'étais plus une personne pour toi. J'étais une banque. Maman, quand tu seras prêt à me connaître, vraiment me connaître. Pas juste m'utiliser, appelle-moi de nouveau. D'ici là, j'espère que tu trouveras ton chemin. Vraiment. Parce que je t'aime, Mijo. Mais je ne peux plus te sauver. Tu dois te sauver toi-même. Je raccrochai sur mon fils pour la deuxième fois de ma vie. Et puis je pleurais. De gros sanglots déchirants qui venaient du plus profond de moi parce que même si j'avais fait ce qu'il fallait, ça faisait toujours mal. Même si la lame était nécessaire, elle coupait toujours. Rosa me trouva 1 heure plus tard. Elle avait une clé pour les urgences. Elle me tint pendant que je pleurais, ne disant rien, juste là. Je l'ai brisé, dis-je finalement. Non, dit Rosa fermement. Tu l'as libéré. Il était déjà brisé. Hera, tu as juste cessé de le cacher. J'étais au mercado en train d'acheter des légumes quand mon téléphone vibra. Une notification par email. Une campagne GoFundMe. Aider une jeune famille à se remettre d'un abus financier envers les personnes âgées. Mon sang se figea. Je cliquai dessus. Il y avait une photo de Grace, Kyle et Sophia, l'air sombre et épuisé. Et en dessous, nous ne nous attendions jamais à nous retrouver dans cette position. Pendant des années, nous avons fait confiance à la mère de Kyle, Ariana, pour nos finances pendant que nous construisions nos carrières et élevions notre fille. Elle avait une procuration et accès à nos comptes, nous aidant à gérer notre argent. Mais récemment, elle a commencé à montrer des signes de confusion et de paranoïa. Lorsque nous avons tenté de reprendre le contrôle de nos finances pour notre propre protection, elle a riposté en vidant nos comptes et en nous coupant complètement les vivres. Maintenant, nous faisons face à une saisie immobilière. Notre fille a été forcée de changer d'école, et nous luttons pour nous offrir les nécessités de base. Nous ne demandons pas d'aumône. Juste une chance de nous remettre sur pied pendant que nous engageons des poursuites judiciaires pour nous protéger et protéger d'autres victimes potentielles d'abus financiers envers les personnes âgées. Tout aide. Veuillez partager. Objectif, 50 000 $. Récolté jusqu'à présent, 3 247 $ auprès de 47 contributeurs. Je fixais l'écran, mes mains tremblant de rage. Abus financiers envers les personnes âgées. Ils affirmaient que j'étais l'abuseuse, que j'avais la démence, que je leur avais volé. Je fis défiler les commentaires. C'est déchirant. Partagez. L'abus envers les personnes âgées est si courant. Prière pour votre famille. Avez-vous contacté les services de protection des adultes? Mais plus bas, attendez, Grace n'a-t-elle pas posté une photo d'un voyage à Paris il y a 3 mois? Je connais cette famille. Quelque chose ne colle pas. S'ils étaient si fauchés, pourquoi Grace se faisait-elle du botox le mois dernier? Je l'ai vu à ma clinique. La communauté était déjà sceptique, mais le mal était fait. Ils avaient essayé de me qualifier publiquement d'abuseuse. J'ai appelé Rosa. Tu l'as vu, demandai-je. Le GoFundMe. Oui. La moitié du salon en parle. Elle fit une pause. Et la moitié d'entre eux te défendent. Maria a posté des reçus sur Facebook, des captures d'écran de l'Instagram de Grace montrant des sacs de créateurs et des voyages de luxe, tous datés des 6 derniers mois. Elle a fait quoi? Tu as une armée, Hermana. Des gens qui te connaissent, qui connaissent ton caractère. Cela ne va pas marcher comme Grace le pense. Et Rosa avait raison. Au cours des 24 heures suivantes, j'ai regardé la campagne imploser. D'anciens clients de mon atelier de retouche ont posté des témoignages sur mon honnêteté et mes compétences. L'équipe du salon de Rosa a partagé des histoires sur ma générosité, les fois où j'avais fait des ourlets d'uniforme gratuitement pour des gens qui n'en avaient pas les moyens, l'argent que j'avais donné à la paroisse.
Quelqu'un a trouvé le LinkedIn de Kyle montrant son salaire de 180 000 $. Quelqu'un d'autre a trouvé des registres de propriété montrant que la maison de Pasadena était à mon nom, pas au leur. Le récit s'est inversé. Le deuxième jour, GoFundMe a suspendu la campagne pour examen. Le troisième, ils l'ont fermé et ont remboursé tous les dons. Grace a dû publier des excuses publiques, invoquant une mauvaise communication et le stress. Mais Internet n'oublie jamais, et notre communauté non plus. L'humiliation qu'ils avaient essayé de m'infliger s'était retournée contre eux de manière spectaculaire. J'aurais dû me sentir victorieuse. Au lieu de cela, je me sentais juste fatiguée et triste parce que c'était mon fils, ma belle-fille. Ils étaient si désespérés, si perdus qu'ils avaient essayé de détruire ma réputation pour se sauver. Qu'est-ce que je leur avais fait? Que avais-je créé? Ou pire, qu'avais-je échoué à leur apprendre? Sophia vint me voir un mercredi après l'école. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Quand j'ouvris la porte, des larmes coulaient sur son visage. Puis-je rester ici, s'il te plaît? Que s'est-il passé? Il n'arrête pas de se battre. Maman a jeté une assiette contre le mur hier soir. Papa n'est pas sorti de sa chambre depuis 2 jours, sauf pour aller à des entretiens d'embauche. Et il continue à se blâmer et à te blâmer. Et je n'en peux plus. Elle s'effondra dans mes bras, sanglotant. Je la tirai à l'intérieur, fermai la porte, la tins pendant qu'elle tremblait. D'accord, mi amor, tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Ils vont être tellement en colère, dit-elle dans mon épaule. Laisse-moi gérer ça. J'installai Sophia dans la chambre d'amis, l'ancienne chambre de Kyle, toujours avec ses trophées de lycée sur l'étagère, et lui fis du thé à la camomille avec du miel. Puis j'appelai Kyle. Sophia est ici, dis-je quand il répondit. Elle reste avec moi pour un temps. Tu ne peux pas juste la prendre? Je ne la prends pas. Elle est venue me voir. Elle a 16 ans, Kyle. Elle est assez âgée pour choisir où elle veut être quand sa maison est une zone de guerre. Silence, puis doucement. C'est si grave que ça. Selon ta fille. Oui. Plus de silence. Je pouvais entendre Grace en arrière-plan, sa voix stridente. C'est elle? Elle essaie de prendre Sophia maintenant, aussi? Je ne prends personne, dis-je assez fort pour que Grace entende. Mais j'offre à Sophia un endroit sûr et calme où rester pendant que vous deux réglez vos vies. Elle ne peut plus être votre soutien émotionnel. C'est une enfant. C'est notre enfant, hurla Grace, s'emparant du téléphone. Tu ne décides pas. En fait, si, parce que c'est moi qu'elle a appelé en pleurant. C'est moi en qui elle a confiance. Et si vous voulez vous battre là-dessus, je prendrai un avocat et nous pourrons discuter de votre aptitude en tant que parent devant un juge. Voulez-vous faire ça? Parce que j'ai des témoins de vos disputes. J'ai des documents sur votre irresponsabilité financière. J'ai des captures d'écran de vos mensonges sur GoFundMe. Grace se tut. Sophia a besoin de stabilité, continuai-je. Je l'offre. Quand vous deux vous reprendrez en main, quand vous aurez un foyer stable et des émotions stables, nous pourrons discuter de son retour. D'ici là, elle reste avec moi. D'accord? J'entendis une conversation étouffée. Puis Kyle revint au téléphone. D'accord, dit-il, l'air abattu. Mais nous voulons la voir régulièrement. Bien sûr, elle peut vous rendre visite quand elle veut. Il ne s'agit pas de vous éloigner. Il s'agit de la garder en sécurité. Après avoir raccroché, je trouvai Sophia dans la cuisine, en train de se préparer une collation. Tu as entendu, demandai-je. Elle acquiesça. Merci, Abuela. Nous allons établir des règles, dis-je. Tu maintiens tes notes. Tu aides à la maison. Tu respectes mon espace, et je respecterai le tien. Et surtout, tu continues la thérapie. Je vais te trouver un conseiller pour t'aider à gérer tout ça. D'accord. Et Sophia, ce n'est pas permanent. Tes parents t'aiment. Ils sont juste perdus en ce moment. Quand ils retrouveront leur chemin, tu auras des choix à faire. Mais pour l'instant, tu es en sécurité ici. Elle me serra fort dans ses bras. Je sais que je suis en sécurité ici. Je l'ai toujours su. Cette nuit-là, je lui préparai son dîner préféré. Nous mangeâmes ensemble à ma petite table, et pour la première fois depuis des semaines,
je sentis que peut-être je n'avais pas tout détruit. Peut-être avais-je sauvé quelque chose après tout. Kyle apparut un samedi matin, seul. Il ne conduisait pas. Il avait marché, je pouvais le dire, à la sueur sur son front, à la façon dont sa chemise collait à son dos. C'était une marche de 5 kilomètres depuis l'appartement où ils avaient déménagé à Echo Park. Il se tenait sur mon porche, tenant un sac en papier, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. « Hola, mama » dit-il en espagnol, la première fois qu'il utilisait l'espagnol sans y être invité depuis des années. « Hola, mijo. J'ai apporté du Penduls, dit-il, levant le sac. De la boulangerie sur César Chavez. J'ai marché devant, et je me suis souvenu que tu m'y emmenais quand j'étais petit. Avant tout ça. Je pris le sac. Le pain était encore chaud. Entrez. Il acquiesça et me suivit à l'intérieur. Il regarda la maison comme s'il la voyait pour la première fois. Les meubles usés, les vieilles photos au mur, la simplicité modeste de tout cela. J'ai trouvé un travail, dit-il doucement. Assistant juridique dans un petit cabinet à Boyle Heights, droit de l'immigration. Ça paie $45 000 par an. C'était un quart de ce qu'il gagnait auparavant. C'est bien, mijo. C'est humiliant, dit-il, et sa voix se brisa. J'ai fait des études de droit pendant 7 ans. J'étais associé et maintenant je suis. Je suis essentiellement un secrétaire. Tu es employé, dis-je. Tu travailles honnêtement. Il n'y a pas de honte à ça. Il s'assit à la table de la cuisine, enfouit sa tête dans ses mains. Je ne sais pas comment faire ça, maman. Je ne sais pas comment vivre avec ce genre d'argent. Je ne sais pas comment être cette personne. Je m'assis en face de lui. Alors tu apprends, un jour à la fois. Graisse pas, dit-il. Elle retourne au Mexique. Ses parents ont dit qu'elle pouvait revenir si elle venait seule, sans moi. Mon cœur se serra pour lui. Et toi? Je ne sais pas. Elle dit que je suis la raison de tout ce désordre. Que si je n'avais pas été si concentré à impressionner les gens, si j'avais juste été heureux avec moi. Il leva les yeux vers moi avec des yeux rougis. Elle a raison, n'est-ce pas? Oui, dis-je doucement. Elle a raison. Il tressaillit mais n'argua pas. Que dois-je faire maintenant? Tu découvres qui tu es sans les voitures et la maison et le titre, dis-je. Tu découvres ce qui compte vraiment. Je ne sais même pas par où commencer. Je tendis la main par-dessus la table et lui pris la main. Tu commences par être honnête avec toi-même, avec Sophia, avec moi. Il regarda nos mains jointes. Je suis désolé, Mama, pour tout ça. De t'avoir utilisé, d'avoir eu honte de toi, d'avoir oublié, sa voix se brisa. D'avoir oublié que tu es ma mère, pas ma banque. C'était l'excuse que j'attendais. Mais je ne pleurais pas. Je ne lui pardonnais pas complètement à ce moment-là parce que les excuses ne sont que des mots. Le vrai changement prend du temps. Merci d'avoir dit ça, dis-je. Il dit, mais les mots sont faciles, mijo. Montre-le-moi. Montre-le à Sophia. Montre-le toi à toi-même. Il acquiesça. Comment? Sois présent. Sois honnête. Sois humble. Apprends à vivre selon tes moyens. Apprends à retrouver la joie dans les choses simples. Je serrai sa main. Et viens dîner mardi prochain. Juste toi et Sophia. Pas d'ordre du jour, pas de demande, juste la famille. J'aimerais ça, murmura-t-il. Après son départ, je m'assis à ma table avec les pendules encore chauds et me permis le plus petit scintillement d'espoir. Peut-être qu'il pourrait retrouver son chemin. Peut-être que nous le pourrions tous. Sophia s'installa dans ma maison comme la pluie dans la terre sèche. Lentement, avec précaution, trouvant les fissures où elle pouvait s'infiltrer et prendre racine. Elle avait maintenant ses routines. Réveil à 6h30. M'aider à préparer le petit déjeuner au Huevo Ranchero les jours de semaine. Chi le samedi. Marcher jusqu'à l'arrêt de bus pour Washington Prep. Rentrer à 16h. Faire ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je travaillais sur les retouches. Dîner ensemble. Puis sa chambre, l'ancienne chambre de Kyle, où elle étudierait ou lirait ou discuterait en vidéo avec son amie Jasmine. Simple, sans complications, réel.
Un soir, 2 mois après son emménagement, elle leva les yeux de son manuel de chimie et dit, « Abuela, je suis plus heureuse ici que je ne l'ai jamais été à Pasadena. » Je posai la robe que j'étais en train de faire l'ourlet. « Pourquoi penses-tu ça ?» Elle y réfléchit, faisant tourner son crayon. « Parce que je n'ai pas à faire semblant. » À Marlborough, tout le monde faisait semblant. Prétendant que leur famille était parfaite. Prétendant que l'argent n'avait pas d'importance alors que tout tournait autour de l'argent. Prétendant être amis tout en se faisant concurrence pour tout. Elle me regarda. Ici, les choses sont juste vraies. Même quand la vérité est dure, surtout alors. Je souris. Cette fille allait s'en sortir. Mieux que bien. J'ai eu mon bulletin, dit-elle, sortant un papier de son sac à dos. Je voulais te montrer. 4A et 2B dans une école publique où elle avait commencé en milieu de semestre, ne connaissant personne, naviguant dans une culture complètement différente des pelouses manucurées et des sacs à dos de créateurs de Marlborough. Je suis fier de toi, mi Tesoro. Monsieur Herrera, mon professeur d'anglais, il a demandé si je voulais rejoindre le journal. Il a dit que j'écrivais très bien. Ses yeux brillaient. Puis-je? Bien sûr. Et Abuela, Jasmine a demandé si je voulais postuler pour travailler au Starbucks avec elle. Juste les week-ends. Je sais que je n'ai que 16 ans, mais ils embauchent avec des permis de travail. Et j'ai pensé. Elle s'arrêta, incertaine. Je sentis ma gorge se serrer. Ma petite fille voulant travailler, voulant gagner, ne s'attendant pas à ce que tout lui soit donné. Je pense que c'est merveilleux, dis-je. Nous te ferons un permis de travail la semaine prochaine. Elle sourit d'un vrai sourire sans réserve et retourna à ses devoirs. Plus tard cette nuit-là, après que Sophia fut allée se coucher, je m'assis sur mon porche avec du thé, regardant les étoiles, à peine visibles à travers la pollution lumineuse de là. Mon téléphone vibra. « Kyle, puis-je venir dîner mardi ?» « Comme tu as dit. » Je fixai le message longtemps. Il avait envoyé des messages sporadiquement au cours des dernières semaines. Ne demandant jamais d'argent, juste des nouvelles, demandant des nouvelles de Sophia, me parlant de son nouveau travail. De petites choses, construisant quelque chose. Moi, oui. 18 heures n'apporte rien d'autre que toi-même, Kyle. Kyle, merci, maman. Kyle arriva à 18 heures précises à pied de nouveau, ne portant qu'un petit bouquet de fleurs du magasin du coin. Des œillets, 5 $ probablement, mais il a pensé à les apporter pour toi, dit-il maladroitement en les tendant. Ils sont magnifiques. Merci, Mijo. Sophia le serra dans ses bras à la porte. Salut, papa. Salut, Mija. Tu as bonne mine. En pleine forme. Abuela me nourrit comme si j'étais 3 personnes, dit Sophia en riant. J'ai pris 5 livres de pur-poids de tamal. Nous nous assîmes à ma petite table, nous 3 serrés autour de la surface en formica qui avait été témoin de tant de notre histoire familiale. J'avais fait du poulet au mole, du riz et des haricots. Une nourriture simple, le genre que Roberto et moi mangions tous les dimanches. Kyle mangea lentement, savourant chaque bouchée. J'ai oublié à quel point ton mole est bon. Tu as oublié beaucoup de choses, dis-je, non sans gentillesse. Il hocha la tête, acceptant le reproche. Grace est partie hier, s'est envolée pour Mexico. Le visage de Sophia vacilla de douleur, mais elle resta silencieuse. Comment vas-tu, demandai-je. Soulagé, surtout, et triste, et en colère contre moi-même de me sentir soulagé. Il poussa du riz sur son assiette. Nous nous sommes dit des choses terribles à la fin. Des choses que je ne peux pas reprendre. Les pensais-tu, demanda Sophia. Kyle regarda sa fille. Vraiment. La regarda. Certaine? Oui. Nous faisions ressortir le pire l'un de l'autre. Nous avons construit toute cette vie sur l'image et la dette et les apparences. Et quand tout s'est effondré. Il secoua la tête. Il n'y avait rien de réel en dessous. Pas de fondation. Tu l'aimes? La voix de Sophia était petite. Je ne sais plus, Mija. Je crois que j'aimais l'idée d'elle, l'idée de la vie que nous construisions. Mais la vraie personne, nous ne nous sommes jamais vraiment connus. Il tendit la main par-dessus la table et prit la main de Sophia. Je suis désolé que tu aies dû voir tout ça. Les disputes, la laideur. Tu méritais mieux.
Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. Je voulais juste que tout le monde soit heureux. Ce n'était jamais ton travail, mon bébé, dit Kyle. C'était le mien, et j'ai échoué. Je les regardais, ce père et cette fille, se frayer un chemin à travers les décombres, et quelque chose se relâcha dans ma poitrine. C'était réel. C'était honnête. C'était le début de la guérison. Après le dîner, Sofia s'excusa pour faire ses devoirs. Kyle m'aida à faire la vaisselle, debout à mon évier avec un torchon, essuyant les assiettes comme il le faisait quand il avait 10 ans. L'appartement est minuscule, dit-il doucement. Studio à Echo Park, 65 mètres carrés. Je dors sur un futon, mais c'est le mien. J'ai payé le premier et le dernier mois de loyer avec mon salaire. Pas d'aide, pas de prêt, juste moi. Comment ça fait? Terrifiant et bon. Il posa une assiette. Maman, je dois te dire quelque chose. J'attendis. Je suis allé en thérapie. J'ai commencé il y a 2 semaines. Le cabinet a un PAE, un programme d'aide aux employés, des séances gratuites. Il ne me regardait pas, fixant juste l'eau savonneuse. La thérapeute m'a demandé de parler de mon enfance, de la mort de papa, de comment tu travaillais 2 emplois pour m'envoyer à ce lycée privé. Kyle, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il prit une inspiration. Je lui ai raconté comment tu n'étais jamais à la maison, comment j'étais souvent seul, comment je t'en voulais de travailler autant. Il me regarda enfin et ses yeux étaient rouges. Et elle m'a demandé, d'où pensais-tu que venait l'argent pour cette école, pour tes vêtements, pour l'université? Et j'ai réalisé, je t'ai reproché la chose même que tu faisais pour me donner des opportunités. Des larmes coulèrent sur mes joues. Tu étais un enfant, Mijo. Les enfants ne comprennent pas. Mais je ne suis plus un enfant. J'ai 42 ans, et je blâme toujours les autres pour mes choix. Sa voix se brisa. Je t'ai reproché de trop travailler. J'ai reproché à Grace de trop dépenser. J'ai reproché aux associés du cabinet d'avoir des normes impossibles. Mais la vérité est, j'ai fait ça. J'ai choisi de vivre au-dessus de mes moyens. J'ai choisi d'avoir honte de mes origines. J'ai choisi de te repousser parce que tu me rappelais la pauvreté que je cherchais désespérément à fuir. Il pleurait maintenant, les épaules secouées. Et le pire, la chose pour laquelle je me hais le plus, je suis devenu exactement ce que j'essayais de ne pas être. Je suis devenu dépendant, faible, incapable de survivre seul. Tu étais pauvre, maman, mais tu n'as jamais été faible. Tu étais la personne la plus forte que je connaissais. Et j'ai tout gâché en essayant d'être quelque chose que je ne suis pas. Je posai mon torchon et enlaçai mon fils. Il s'effondra contre moi comme il le faisait quand il était petit et faisait des cauchemars. Je le tins pendant qu'il pleurait, lui caressant les cheveux, murmurant du réconfort en espagnol. Ya paso, Mijo. Ya paso. C'est fini maintenant. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, il recula et s'essuya le visage. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait, ce que je suis devenu. Je te pardonne, dis-je doucement. Il eut l'air choqué. Juste comme ça? Non, pas juste comme ça. À cause de ça, je fis un geste vers la cuisine, vers la conversation honnête, vers ses larmes. Parce que tu fais le travail. Parce que tu es authentique. Parce que tu te montres. Je ne mérite pas, arrête. Je pris son visage dans mes mains comme je le faisais quand il était petit. Tu mérites une chance de devenir l'homme dont ton père serait fier, l'homme que je sais que tu peux être. Mais tu dois le choisir chaque jour. Tu dois continuer à te montrer. Continuer à être honnête. Continuer à faire le travail difficile. Il hocha la tête contre mes paumes. Sofia et moi passâmes le week-end à construire l'hôtel pour Roberto. Je lui montrai comment arranger les œillets d'Inde, les sampasuchils, leurs pétales orange vif formant un chemin pour les esprits. Comment disposer ses plats préférés, le mole et le tequila. Comment placer les photographies juste comme il faut avec des bougies vacillantes autour d'elles. Raconte-moi Abuelo, dit Sofia tandis que nous travaillions. De vraies histoires, pas celles que maman et papa racontent. Je souris. Ton grand-père était un homme têtu, fier. Il construisait des maisons de ses mains et rentrait chaque soir couvert de poussière et de béton.
Je plaçai sa photographie au centre Roberto à 30 ans, souriant dans ses vêtements de travail, fort et vivant. Mais il était aussi tendre. Il a pleuré quand tu es né. Il t'a tenu 3 heures d'affilée. Ne laissez personne d'autre te prendre. Vraiment? Vraiment. Et il adorait danser. Tous les dimanches après l'église, il mettait de la musique ranchera et me faisait tournoyer dans cette cuisine jusqu'à ce que je sois étourdi et que je ris. Sofia toucha doucement la photographie. J'aurais aimé me souvenir mieux de lui. Je n'avais que 11 ans quand il est mort. Il est toujours avec toi, Mija. Dans ton entêtement, dans ta force, dans la façon dont tu apprends à te tenir sur tes propres pieds. Je lui tendis une bougie. Allume celle-ci. Fais un vœu pour lui. Elle alluma la bougie, ferma les yeux. Je souhaite qu'il soit fier de moi, de ce que je deviens. Il l'est, dis-je avec certitude. Je sais qu'il l'est. Ce soir-là, Kyle envoya un message. Kyle, puis-je venir voir l'hôtel? L'hôtel de papa. Moi, bien sûr, demain soir. Le jour des morts. Kyle, je serai là. 2 novembre. Jour des morts. Kyle arriva au coucher du soleil, marchant comme toujours. Mais cette fois, il portait quelque chose, une petite boîte enveloppée dans du papier journal. Sofia ouvrit la porte. Papa, tu es venu? Je n'aurais pas manqué ça, Mija. Il la serra dans ses bras, puis me regarda, debout derrière elle. Hola, mama. Hola, entrez. Il entra et s'arrêta, fixant l'autel. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs. Les œillets d'Inde emplissaient la pièce de leur parfum distinctif. La photographie de Roberto nous souriait, éternellement jeune. Kyle s'approcha lentement, avec respect. Il resta devant l'autel un long moment, juste à regarder. Puis il s'agenouilla. « Salut, papa » murmura-t-il. « Je suis désolé de n'avoir pas visité ta tombe. Je suis désolé de t'avoir oublié. Je suis désolé d'avoir oublié tout ce que tu m'as appris. » Je reculai, lui donnant de l'espace. Sofia glissa sa main dans la mienne. Kyle plaça la boîte enveloppée dans du papier journal sur l'autel et la déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvait la montre Tag Heuer, celle que je lui avais achetée pour son 38e anniversaire. Celle qui avait survécu à l'effondrement financier parce qu'il n'avait pas pu se résoudre à la vendre. Je voulais rendre ça à maman, dit-il, parlant à la photographie de Roberto. Mais elle a dit que c'était un cadeau, qu'elle m'appartenait. Alors je te la donne, en garde, jusqu'à ce que je devienne l'homme qui mérite de la porter. Il plaça la montre soigneusement à côté de la photographie. Je travaille comme assistant juridique maintenant, gagnant à peine de quoi survivre, vivant dans un studio, prenant le bus. Sa voix était ferme, sans honte. Et tu sais quoi? Je suis plus en paix que je ne l'ai été depuis 20 ans parce que je le fais honnêtement. Je me tiens sur mes propres pieds. Il toucha le cadre de la photographie. Je vais te rendre fier de nouveau, papa. Je le promets. Cela va prendre du temps, mais je vais le faire. Je ne pouvais plus me retenir. Je m'agenouillai à côté de lui, mis mon bras autour de ses épaules. Sofia nous rejoignit de l'autre côté. Nous trois nous agenouillâmes devant l'autel en silence, honorant la mémoire de Roberto et le nouveau départ que nous construisions ensemble. Nous dînâmes ensemble devant l'autel, comme le voulait la tradition, partageant la nourriture avec les morts et les vivants. J'avais préparé les plats préférés de Roberto et nous racontâmes des histoires à son sujet. Sofia rit des récits des farces de son grand-père, de sa terrible voix de chanteur, de son amour féroce pour sa famille. Après que Sofia fut allée se coucher, Kyle et moi nous assîmes sur le porche avec du café. Le cabinet veut me parrainer pour repasser l'examen du barreau, dit-il. Si je réussis, ils me promouvront avocat associé, droit de l'immigration, aidant des gens comme les travailleurs de la construction de papa à obtenir un statut légal. C'est merveilleux, Mijo. C'est une augmentation de salaire à 60 000 $. Toujours rien de comparable à avant, mais... Il haussa les épaules. C'est suffisant. Plus que suffisant. Parce que tu apprends à vivre différemment. Oui. Il resta silencieux un instant. J'ai trouvé un appartement près d'ici, 2 chambres. Je veux que Sofia ait le choix de venir rester avec moi parfois. Je sais qu'elle est bien avec toi, et je n'essaie pas de la t'enlever, mais
Mais tu veux être son père de nouveau, pas juste l'homme qui l'a déçu. Oui. Je tendis la main et lui serrai la main. Elle aimera ça. Nous avoir tous les deux. Avoir des choix. Maman, je dois te demander quelque chose. Il se tourna vers moi. Comment as-tu fait après la mort de papa? Comment as-tu survécu et m'as-tu élevé sans t'effondrer? Je pensais à ces années sombres, travaillant à l'usine de confection le jour, nettoyant des bureaux la nuit, rentrant à minuit auprès d'un enfant endormi. L'épuisement, la peur, la solitude. Je n'avais pas le choix, dis-je simplement. Tu avais besoin de moi, alors j'ai continué. Mais n'y a-t-il pas eu un moment où tu as juste voulu abandonner? Beaucoup de moments. Mais je te regardais, ce petit garçon qui avait perdu son père, et je pensais, il mérite une mère qui se bat. Alors je me suis battu. Les yeux de Kyle se remplirent de larmes de nouveau. Et je t'ai remboursé en devenant le genre de personne qui a profité de cet esprit combatif. Non, tu m'as remboursé en survivant, en t'éduquant, en bâtissant une carrière. Tu as juste perdu ton chemin pendant un temps. Je lui souris. Mais tu le retrouves. Tu me diras quelque chose honnêtement, demanda-t-il. Toujours. Quand j'étais au plus bas, quand je t'utilisais, te traitant comme un distributeur automatique. As-tu déjà cessé de m'aimer? J'envisageais de mentir, d'offrir un réconfort facile. Mais il méritait la vérité. Il y a eu des moments où je ne t'aimais pas beaucoup, avouai-je, des moments où j'étais en colère, blessé et déçu. Mais cesser de t'aimer? Jamais. Pas même une seconde. Tu es mon fils, Kyle. Mon unique enfant. Mon cœur qui marche en dehors de mon corps. Je ne pourrai jamais cesser de t'aimer. Il pleurait de nouveau, mais plus doucement maintenant. Je ne sais pas comment te le rendre. L'argent, les années, tout. Tu ne peux pas le rendre, et tu n'as pas à le faire. Je me tournai pour lui faire face entièrement. Ce qui est fait est fait. L'argent est parti et j'ai fait la paix avec cela. Ce dont j'ai besoin de toi maintenant, ce n'est pas un remboursement. C'est de ta présence. Sois là pour Sophia. Sois là pour toi-même. Sois là pour moi. Pas avec ton portefeuille, mais avec ton cœur. Je peux faire ça, dit-il. Je le ferai. Alors nous guérissons déjà. Nous restâmes assis dans un silence confortable, regardant le quartier. Une voiture passa. La musique de quelqu'un jouait faiblement. Le son de la vie qui continue, ordinaire et réel. Il y a quelque chose sur quoi j'ai travaillé, dit Kyle. Un budget, un plan. La thérapeute l'a suggéré. Il sortit son téléphone et me montra une feuille de calcul. Revenus, dépenses, épargne, objectifs, tous modestes, tous réalistes, tous les siens. Je vais épargner pour l'université de Sophia, dit-il. Pas beaucoup, peut-être $50 par mois en ce moment, mais quelque chose. Et je vais reconstruire mon crédit. Et dans quelques années, peut-être que je pourrai acheter une petite maison. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de stable. C'est un bon plan, Mijo. Et maman, quand je le ferai, quand je me remettrai sur pied, je veux te rembourser. Pas tout. Je sais que je ne peux pas, mais quelque chose, un peu chaque mois. Aussi longtemps qu'il le faudra. Je commençai à protester, mais il leva la main. Je dois, dit-il, non pas parce que tu demandes, mais parce que j'ai besoin de savoir que je peux. J'ai besoin de me prouver que je ne suis plus cette personne, celle qui prend sans jamais rendre. J'étudiai son visage à la lumière du porche. Il avait l'air plus vieux que ses 42 ans, fatigué, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'y avait pas été auparavant. Espoir, détermination, dignité. D'accord, dis-je, mais à une condition. N'importe quoi. Tu épargnes aussi pour toi, pour ton avenir, pour les urgences. Je ne veux pas que tu me donnes de l'argent si cela signifie que tu as des difficultés. Marché conclu. Il se leva pour partir et je l'accompagnai jusqu'au portail. Même heure mardi prochain, demanda-t-il. Même heure. Il me serra dans ses bras, une vraie étreinte, serrée et significative. Je t'aime, Mama. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je ne pourrai jamais t'abandonner. Tu es mon fils. Je le regardai descendre la rue, les mains dans les poches, la tête haute.
Pas l'homme brisé qui s'était présenté à ma porte 8 semaines plus tôt. Quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui retrouvait le chemin de la maison. 2 semaines plus tard, Sophia vint me voir les larmes aux yeux. Papa a demandé si je voulais rester avec lui parfois dans son nouvel appartement. Que as-tu dit? J'ai dit que j'y réfléchirais. Elle tordit ses mains. Abuela, j'adore vivre ici. Je suis heureuse ici, mais il me manque aussi. Est-ce que ça va? Bien sûr que ça va, mi amor. Mais si je reste avec lui parfois, est-ce que ça veut dire que je le choisis plutôt que toi? Je la tirai dans mes bras. Non, mon bébé. Ça veut dire que tu nous choisis tous les deux. Tu as 2 maisons maintenant, 2 personnes qui t'aiment. Ce n'est pas un fardeau. C'est une bénédiction. Et s'il redevient comme avant? Et s'il recommence à avoir besoin d'argent et que je me retrouve au milieu? Alors tu reviens ici. Tu auras toujours cette chambre, cette maison. Moi. Je pris son visage dans mes mains. Mais je ne pense pas qu'il revienne en arrière, Sophia. Je pense qu'il avance enfin. Elle hocha lentement la tête. Je veux essayer de partager mon temps, quelques nuits par semaine avec lui, le reste ici. Alors c'est ce que nous ferons. Cette nuit-là, je l'aidai à faire un sac pour son premier séjour chez Kyle. Elle était nerveuse, bavardant pour masquer son anxiété. Et si c'est gênant? Et si on ne sait pas de quoi parler? Alors vous le découvrirez ensemble, l'assurai-je. C'est ce que fait une famille. Quand Kyle vint la chercher, je les accompagnai tous les deux jusqu'à sa voiture, une Honda Civic d'occasion qu'il avait achetée pour $3000 en espèces. Fiable, modeste, la sienne. Prends soin de ma fille, dis-je. Toujours, promis Kyle. Je l'ai regardé s'éloigner, et pour la première fois depuis le début de toute cette épreuve, je ressentis une vraie paix. Ma famille était brisée, mais les choses brisées peuvent être réparées. Elles ne ressemblent peut-être pas à avant, les fissures se verront toujours, mais parfois la réparation les rend plus fortes. J'étais au centre commercial, chose que je faisais rarement, cherchant des cadeaux de Noël. J'avais acheté à Sophia un ordinateur portable pour son journal. J'avais acheté à Kyle un livre de recettes, Cocina Mexicana, des recettes traditionnelles. Et puis je me retrouvais au rayon femmes, regardant un cardigan en cachemire. Gris doux, simple et élégant, magnifique. L'étiquette de prix me fit grimacer. $140. L'ancienne Ariana serait partie. Aurait pensé que c'était trop cher. Je n'en ai pas besoin. Économise l'argent. Mais je le pris, sentis la douceur contre ma joue, m'imaginais le porter lors de soirées fraîches, enveloppé d'un luxe que j'avais choisi pour moi-même. Je l'achetai. À la maison, je le mis immédiatement. Ça me donna l'impression d'un câlin, d'une dignité, d'un amour de soi. Sophia rentra de l'école et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Abuela, c'est magnifique. C'est nouveau. Oui, je l'ai acheté pour moi. Ça a l'air cher. Ça l'était, et je le méritais, sourit-elle. Oui. Tu l'as vraiment mérité. Ce Noël fut différent de tous ceux que nous avions eus auparavant. Pas de cadeaux coûteux, pas de décorations élaborées. Juste nous trois, Kyle, Sophia et moi dans ma petite maison, faisant des tamales ensemble. Ceux de Kyle étaient toujours grumeleux et informes. Ceux de Sophia s'amélioraient. Les miens étaient parfaits après 40 ans de pratique. Nous rions en travaillant, de la farine sur nos vêtements, de la musique jouant des chants de Noël traditionnels de Villancico. Réel et désordonné et absolument parfait. C'est le meilleur Noël que j'ai jamais eu, dit Sophia, et elle le pensait. Kyle regarda la petite cuisine, si différente de la grande maison de Pasadena, et hocha la tête. Moi aussi. Après leur départ, je m'assis seul dans mon salon, vêtu de mon cardigan en cachemire, légèrement usé maintenant après 6 mois d'amour, et je regardais le petit sapin de Noël que nous avions décoré ensemble. Des ornements du magasin à $1 et des décorations faites à la main par Sophia. Rien de coûteux, tout précieux. Je pensais à la femme que j'avais été 6 mois plus tôt, debout sur un porche de Pasadena avec du pendulce, à qui on avait dit que je n'étais pas assez bien, à qui on avait dit de vivre plus simplement pour qu'il puisse vivre plus grandement. Je pensais aux 147 paiements que j'avais annulés, aux $340 000 que j'avais dépensés en essayant d'acheter de l'amour, et je réalisais que j'avais vécu simplement.
J'avais toujours vécu simplement. Ce que j'avais perdu n'était pas la simplicité. C'était la dignité, le respect de soi, la connaissance de ma propre valeur. Mais je l'avais retrouvé. Mon téléphone vibra. Un message texte de Kyle. Kyle, merci pour aujourd'hui, Mama. De nous avoir appris ce qui compte vraiment. Te amo, Mijo, toujours. Je posai mon téléphone et repris mon tricot. Je me faisais une écharpe. Laine épaisse et violet foncé, ma couleur préférée que Kyle n'avait jamais pris la peine d'apprendre avant la semaine dernière. Le feu dans ma cheminée, oh oui, j'avais enfin fait réparer la cheminée avec l'argent que j'avais économisé au brûlé chaud et lumineux. J'étais assise le plus près de la flamme, et je n'avais plus peur de prendre ma place dans ma propre vie. Le soleil brillait le jour de la fête du 16e anniversaire de Sofia, sa vraie fête, pas la quinceañera élaborée que Grace avait voulu organiser à Pasadena avec 200 invités et un groupe de mariachi qu'il ne pouvait pas se permettre. Cette fête avait lieu dans mon jardin. 30 personnes, les amis de Sofia de Washington Prep, des voisins, Rosa et l'équipe du salon, les collègues de Kyle du cabinet d'avocats spécialisé en immigration. Il y avait un bar à tacos que j'avais préparé avec l'aide de Sofia. Une liste de musique que Sofia avait organisée, un mélange de pop et de hip-hop, des décorations qu'elle avait faites elle-même avec son amie Jasmine. Simple, joyeux, réel. Kyle se tenait au barbecue, retournant la carne asada, riant avec l'un de ses collègues. Il avait réussi l'examen du barreau 2 mois auparavant. Il était officiellement de nouveau avocat, en droit de l'immigration, aidant les familles à rester ensemble. Il gagnait $70 000 maintenant, vivait dans un modeste appartement de 2 chambres, conduisait sa Civic d'occasion, et il était heureux. Vraiment heureux. Sofia traversait la fête avec confiance et grâce, présentant sa vie à Marlboro et sa vie à Washington Prep, mélangeant ses mondes sans honte. Elle avait été acceptée au programme de journalisme de l'USC avec une bourse partielle. Elle avait économisé $3 000 de son travail chez Starbucks. Elle allait s'en sortir. Mieux que bien. Alors que le soleil se couchait et que la fête touchait à sa fin, Kyle vint se tenir à côté de moi. Merci, dit-il doucement. Pourquoi faire? De m'avoir sauvé. De nous avoir tous sauvés. Je secouai la tête. Je ne vous ai pas sauvé, Mijo. Tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste arrêté de te permettre de te noyer. Il sourit. Même chose. Non, c'est très différent. Je le regardais, cet homme que j'avais élevé, qui s'était perdu et qui retrouvait son chemin. Je suis fier de toi, Kyle. Ton père le serait aussi. Ses yeux s'embuèrent. J'espère. Sofia appela de l'autre bout du jardin. Abuela, papa, venez prendre une photo. Nous la rejoignîmes près du bar à tacos. Elle nous tira tous les deux, tenant son téléphone pour un selfie. Dites Familia, nous ordonna-t-elle. Familia, nous chantâmes en chœur. Sur la photo, nous sourions tous, de vrais sourires, naturels et authentiques. Le bras de Kyle est autour de mon épaule. Sofia est entre nous, rayonnante de bonheur. Nous ressemblons à ce que nous sommes, une famille qui s'est effondrée et s'est reconstruite, plus forte dans les endroits brisés. Plus tard, après que tout le monde fut rentré et que Sofia fut allée chez son père pour la nuit, je m'assis sur mon porche dans mon cardigan en cachemire, légèrement usé maintenant après 6 mois d'amour, et je pensais au chemin parcouru. 147 paiements annulés, un fils humilié, une petite fille sauvée, une femme retrouvée. Les gens du quartier en parlaient encore. La femme qui avait coupé les ponts avec son fils. Certains pensaient que j'étais cruel. Certains pensaient que j'étais une héroïne. La plupart comprenaient que j'étais simplement humaine, faisant ce qu'il fallait pour survivre. Rosa a dit quelque chose la semaine dernière qui m'a marqué. Tu ne leur as pas fermé la porte. Tu leur as appris où était la clé. Elle avait raison. Je ne les avais pas abandonnés. Je leur avais donné la chance d'apprendre à ouvrir les portes par eux-mêmes. Mon téléphone vibra une dernière fois cette nuit-là. Kyle, j'ai fait mon premier paiement pour toi aujourd'hui. $200. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est honnête. Merci de me laisser faire ça. Je regardais la notification de ma banque. $200 déposés. J'aurais pu refuser. Aurais pu lui dire de le garder, de l'économiser, de l'utiliser pour lui-même.
Mais je comprenais maintenant qu'il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de sa dignité, de son besoin de se prouver avant tout qu'il pouvait donner, pas seulement prendre. Moi, reçu. Je le mets dans le fonds universitaire de Sofia. Donc, d'une certaine manière, tu investis dans l'avenir de ta fille. Kyle, parfait. C'est exactement là que ça devrait aller. Je posai le téléphone et levai les yeux vers les étoiles, à peine visibles à travers la lueur de là, mais là quand même. Nous l'avons fait, Roberto, murmurai-je à mon mari quelque part dans le cosmos. Nous avons élevé un homme bon. Il lui a juste fallu un peu plus de temps pour le comprendre. Le vent bruissait dans mon petit jardin, celui que j'avais enfin eu le temps d'entretenir, maintenant débordant de roses, d'herbes et de légumes. Tout ce que j'avais planté grandissait, y compris moi. Je rentrai dans ma petite maison, ma maison payée, modeste, imparfaite, belle, et verrouillai la porte. Non pas pour empêcher quiconque d'entrer, mais pour me protéger, pour protéger la paix que j'avais tant lutté pour trouver. Sur le comptoir se trouvait une nouvelle fournée de pendules que j'avais faite ce matin-là. Cette fois, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Je pris un morceau, me versai du thé, et m'installai dans mon fauteuil préféré avec un livre. Dehors, le quartier bourdonnait de vie. À l'intérieur, je bourdonnais de contentement. J'avais appris la leçon la plus difficile. On ne peut pas verser d'une tasse vide. On ne peut pas aimer les autres avant de s'aimer soi-même. On ne peut pas donner de la dignité avant de revendiquer la sienne. Et j'avais revendiqué la mienne, enfin, complètement, absolument. Je ne me tenais plus sur le porche de quelqu'un d'autre avec une offrande qu'il ne voulait pas. J'étais assise chez moi, à ma propre table, nourrissant ma propre âme. Et c'était assez. J'étais assez. J'avais toujours été assez.